Réseaux sociaux, le podcast 100% ASML. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis avec les inamovibles Steve. Bonjour. Et Eric. Bonjour. Bonjour à tous. On va évoquer un thème sur l'AS Nancy-Lorraine aujourd'hui qui va paraître peut-être un petit peu particulier pour certains, bien que toutes nos émissions soient assez particulières sur notre manière d'aborder l'histoire de l'AS Nancy-Lorraine. On va parler des grands matchs amicaux de la SNL, où je pense qu'on va faire découvrir des informations à pas mal de supporters, les plus jeunes, leur faire découvrir certainement des matchs qu'ils n'ont pas connus, et pour certains anciens supporters même, des anecdotes qu'ils ont peut-être oubliées, ou qu'ils ont peut-être perdu de vue à un moment donné. Le concept de grands matchs amicaux, quand on parle de grands matchs amicaux, peut sembler surprenant, hein, notamment pour les plus jeunes, parce que depuis quelques années, les matchs amicaux sont souvent ou presque exclusivement des rencontres disputées pendant les trêves estivales et hivernales afin de préparer l'équipe, parfois tester des joueurs et se préparer en vue de la reprise du championnat. Donc souvent leur intérêt sportif est vraiment faible. Ça n'a pas toujours été le cas. Avant l'arrivée des droits télé notamment et des retombées économiques qu'on pouvait avoir dans le foot français, les recettes au guichet étaient fondamentales pour la survie des finances du club. C'est pourquoi, plusieurs fois par saison, les clubs organisaient de belles rencontres amicales face à des équipes prestigieuses et bien souvent étrangères, notamment pour remplir les stades ou du moins avoir des retombées économiques intéressantes. Ce sont quelques-unes d'entre elles que nous allons évoquer aujourd'hui. Le premier que nous allons évoquer n'a pas eu lieu à Nancy, mais tenez-vous bien, à Madrid, et a opposé le Grand Real de Madrid au FC Nancy. Eric, que faut-il retenir de ce match ? Mais tout simplement que c'est le plus grand match, le match le plus prestigieux de tous les matchs amicaux disputés par un club nancéen dans toute leur histoire. Pour une raison très simple, c'est pas tellement lié au match en tant que tel, mais simplement ce match a été le théâtre d'un événement mondial pour les supporters de foot, l'arrivée sur le sol européen du grand Di Stefano, légende du football. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Di Stefano et rafraîchir la mémoire des anciens supporters qui ont eu la chance de le connaître, et puis certainement, pour les plus jeunes, leur apprendre qui est Di Stefano ? Oui, alors je reviens un tout petit peu en arrière, au début de l'année 1953. Alfredo Di Stefano a 26 ans. C'est un attaquant, je l'ai dit, il sait tout faire sur un terrain, c'est pas seulement un marqueur de but, c'est un technicien, c'est un fabuleux joueur. Il a joué jusqu'en 1949 à River Plate, en Argentine, donc dans son pays. Et il s'est exilé en 1949, où il joue toujours en 1953, en Colombie, au Millonarios FC, qui est à l'époque le plus grand club colombien. Alors évidemment, il est tellement fort que beaucoup de clubs européens le convoitent, à commencer par deux clubs espagnols, et pas les moins connus, le Real de Madrid et le FC Barcelone. Le problème, c'est qu'il y a un os au niveau de la propriété du joueur. C'est-à-dire que son club de Millonarios en Colombie prétend avoir la pleine propriété du joueur, mais son ancien club de River Plate prétend lui aussi avoir des droits. Or, Di Stefano, lui, il n'a rien à dire. À l'époque, ça se joue de club à club. Les joueurs sont des pions qu'on déplace sur un échiquier. Sauf que c'est une victime collatérale de cette embrouillamini juridique. Je vous raconte l'histoire rocambolesque. Donc, deux clubs prétendent avoir la propriété de Di Stefano. Le Real va traiter avec l'un d'eux, le Millonarios, en versant une forte somme d'argent pour s'attacher ses services. Et le FC Barcelone va faire la même chose, mais avec un autre club, celui de River Plate, qui prétend également être propriétaire. Donc la victime collatérale, c'est Di Stefano, qui lui, entre-temps, est arrivé en Espagne avec sa famille et ses enfants, et qui ne peut pas jouer pendant 7 mois, le temps que l'affaire se décante. Enfin, c'est incroyable. Alors déjà, dans les années 50, il y avait une guéguerre entre le Real Madrid et Barcelone qui était déjà faite, la preuve. Mais comment ça se dénoue ? Parce qu'on ne peut pas imaginer ça aujourd'hui. Comment on dénoue cette incroyable histoire ? Alors justement, la fédération espagnole était très embêtée, puisqu'effectivement, la guéguerre entre le Barça et le Real existait déjà. De toute façon, elle n'est pas compliquée, elle est politique. Santiago Bernabéu, le président du Real de Madrid, est franquiste, et le club de Barcelone est anti-franquiste. Bon, je ferme la parenthèse politique, mais la rivalité, elle est grande. Donc la fédération espagnole est d'autant plus embêtée pour trancher, et donc elle va s'en remettre à la FIFA. Elle va demander à la FIFA de nommer un médiateur, qui n'est autre que l'ancien président de la fédération espagnole de football.
Et alors ce médiateur, après, il est tout aussi embêté que tous les autres qui ont travaillé sur ce dossier, donc il va aboutir à une solution, ce qui est sans doute la solution la plus ridicule qu'on puisse trouver, puisqu'il va décider que Di Stefano portera les couleurs de Madrid la première saison, puis celle de Barcelone la seconde, celle du Real la troisième, et ainsi de suite. Le type a inventé la garde partagée pour footballeurs. Alors évidemment, au Real, on est content, parce que même si on se dit il va jouer qu'une saison, au moins on a la primeur, et puis je pense qu'il se doutait qu'il ne jouerait pas qu'une saison. Par contre, du côté de Barcelone, on est furieux. Les socios du Barça obtiennent la tête du président du Barça parce qu'ils estiment qu'il a très mal géré cette affaire. Et effectivement, je vais vous spoiler un peu, Di Stefano ne jouera jamais à Barcelone, il restera pendant 11 saisons, c'est-à-dire à un âge assez avancé au Real Madrid, où il marquera 300 buts, gagnera 2 ballons d'or, et je vous épargne la liste des trophées qui est longue comme le bras. Donc l'arrivée de Di Stefano en Espagne, et particulièrement au Real Madrid, est un événement considérable. Et donc pour les dirigeants du Real, il n'est pas question de ne pas le célébrer comme il se doit. Et on décide donc d'organiser au stade Chamartín en septembre 1953 un match amical pour marquer l'arrivée de Di Stefano. Précision, le stade Chamartín, c'est le nom de l'actuel stade Santiago Bernabéu. Et d'ailleurs, ce stade Chamartín venait justement de voir sa capacité portée à 125 000 places. Donc c'est quand même un stade extraordinaire. Eric, c'est hyper intéressant. Par contre, on est sur une émission AS Nancy-Lorraine ou le FC Nancy, mais comment arrive Nancy, notre Nancy à nous, comment il arrive dans cette histoire ? Effectivement, votre question est bien légitime, parce qu'on peut quand même se demander pourquoi, au moment de conclure un match amical pour un événement aussi important, on va se tourner vers le FC Nancy, modeste équipe du ventre mou de la première division française, laquelle division française n'est pas non plus le championnat le plus illustre d'Europe à l'époque. Dans la nuit du 17 au 18 septembre 1953, le docteur Boileau, directeur sportif du FC Nancy, est réveillé par la sonnerie du téléphone. À l'autre bout du fil, un émissaire du Real Madrid qui souhaite savoir si le club nancéen accepterait de venir disputer un match amical à Madrid le mercredi 23 septembre, donc 5 jours plus tard. Alors le docteur Boileau oscille entre surprise et embarras. Embarras pourquoi ? Parce que ce même 23 septembre, Nancy a déjà un match amical prévu à Longwy. Bon, je vous laisse imaginer que finalement, il va choisir le Real, entre le Real et Longwy, sans vouloir offenser nos amis longoviciens. Son cœur n'a pas dû balancer très longtemps. Mais pourquoi le Real a choisi Nancy comme on le disait, un club toutefois modeste, entre guillemets, de première division du championnat de France, qui était lui aussi plutôt modeste? Oui, comme je vous le disais, c'est une équipe de ventre mou. Simplement, quand même, on pourrait se dire, c'est parce que quelques mois plus tôt, le FC Nancy a été finaliste de la Coupe de France. C'est une hypothèse, mais en fait, la véritable raison, on la connaît, puisque les dirigeants du FC Nancy l'ont expliqué. Elle remonte à mai 1952. En mai 1952, le FC Nancy était allé en Espagne pour servir de sparring partner à l'équipe nationale espagnole B. Vous le savez peut-être, à l'époque et pendant très longtemps, les équipes nationales avaient une équipe A et une équipe B ou A', qui permettaient de préparer de futurs internationaux. Et à l'occasion de ce match amical entre l'équipe B d'Espagne et le FC Nancy, les Nancéens avaient montré un très beau visage, un très beau football, et surtout ils avaient gagné à la surprise générale. Et on peut penser que les dirigeants du Real avaient assisté à cette rencontre, et au moment de choisir un adversaire pour le grand match amical dit stéfanesque, ils se sont souvenus du FC Nancy. Et alors, lors de ce match contre le grand Real Madrid, qu'est-ce que ça a donné ? D'abord, il y a le contexte. Ce match se déroulait un mercredi à 17h. Donc, autant vous dire que les 125 000 places du stade Chamartín n'étaient pas pleines, mais il y avait quand même 45 000 places. Vous imaginez en France un match, à l'époque, en France, un match amical dépassait rarement les 2000 ou 3000 spectateurs, sauf les très grands matchs comme les Racing Arsenal, etc. Donc on peut imaginer que ce contexte était déjà très intimidant pour les joueurs nancéens habitués à jouer devant des affluences beaucoup plus modestes, y compris en championnat. Le maximum en championnat à l'époque, c'était quand on allait jouer au Parc des Princes contre le Racing, il y avait 20-25 000 places. Donc 45 000 places dans un stade qui en contient 125 000, dans un contexte étranger, on peut imaginer que c'était quand même assez impressionnant et que le FC Nancy aurait pu perdre ses moyens. Loin s'en faut, le FC Nancy a fait le match de sa vie. Ils ont déroulé un jeu très collectif et ils ont
à la surprise générale une fois encore, battu le Real Madrid 4-2. Alors les supporters étaient pas trop déçus parce que Di Stefano, la vedette du soir, a quand même réussi à marquer un but. Mais enfin, les Nanciens ont réalisé un match tout à fait bluffant, avec notamment des joueurs qui ont surperformé. Je voudrais citer ici un défenseur qui est d'habitude un défenseur latéral, plutôt un joueur de club, il s'appelle Leo Cecchini. Si on devait le comparer avec un joueur que les supporters d'aujourd'hui connaissent, on dirait que c'est un genre de Fred Biancalani, joueur de devoir, joueur de club, mais pas non plus un cadre international. Et ce jour-là, en plus, on l'utilise à contre-emploi. Au lieu d'être défenseur latéral, on lui dit « tu vas marquer Di Stefano et tu vas pas le lâcher ». Et de l'aveu de ses coéquipiers, Leo Cecchini, ce soir-là, a fait le match de sa vie et il a réussi à museler quand même assez bien Di Stefano qui n'a marqué qu'un but. D'ailleurs, il y a une célèbre photo de ce match qui montre Di Stefano en duel aérien avec Leo Cecchini. C'est une très belle photo qui figure d'ailleurs au musée du Real Madrid. Alors en France, ce match a eu quand même une certaine répercussion, notamment dans la presse nationale, locale évidemment, mais nationale, pas uniquement sportive, parce qu'à l'époque, d'abord, il n'y a pas les Coupes d'Europe, donc les matchs entre équipes françaises et équipes étrangères, c'est pas si banal. Puis c'était quand même un petit exploit, si vous voulez. Et en Espagne, les Nancéens, encore une fois, ont fait une très très belle impression. D'ailleurs, l'année suivante, ils ont encore été invités pour rencontrer cette fois-ci l'Atlético de Madrid. Donc voilà, ça, on peut dire vraiment que Nancy a réussi une performance incroyable. Et d'ailleurs, je tiens quand même à dire que j'ai un ami qui a visité récemment le musée du Real au stade Santiago Bernabéu et qui me faisait remarquer qu'il y avait encore une place assez importante réservée à ce match dans le musée. C'est-à-dire que dans le musée, il y a encore des photos, des... L'affiche, oui. D'accord. Alors, pour une raison très simple, c'est que, ça je ne l'ai pas dit au début de mon intervention, mais en 1953, quand a lieu ce match, le Real n'est pas encore le Real d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 1953, le Real n'a gagné que 2 titres de champion d'Espagne. C'est pas encore le monstre sacré du football madrilène. À l'époque, on considère même que l'Atlético de Madrid lui est supérieur. Et ce qui va faire rentrer le Real dans son âge d'or, c'est précisément l'arrivée de Di Stefano. C'est ce joueur qui fait rentrer le Real dans une autre dimension. C'est avec Di Stefano qu'il va commencer à tout gagner. Alors évidemment, après, il y aura d'autres stars. Il va être rejoint par Puskas, par Copa et bien d'autres. Il va gagner les 5 premières éditions de la Coupe des vainqueurs, de la Coupe d'Europe des champions, de la future Champions League. Mais c'est vraiment ce match Real-Nancy, arrivée de Di Stefano, qui fait rentrer le Real dans cet âge d'or qui ne s'est d'ailleurs jamais refermé. Donc l'histoire retiendra que le FC Nancy a battu le Real Madrid de nouvelle génération, nouvelle dimension. Leur nouvelle histoire est née sur une défaite contre le FC Nancy. C'est pour ça qu'on trouve le nom de Nancy dans toutes les bonnes histoires du Real Madrid en Espagne. Et d'ailleurs, de mémoire, Eric, si je me trompe pas plutôt, Roger Piantoni avait fait un grand match aussi ce jour-là et avait tapé dans l'œil de pas mal de personnes. Oui, il s'était dit que ce petit inter-gauche, là, il avait quand même du ballon et ils sont venus au renseignement, mais à l'époque, Piantoni n'était pas à vendre. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Steve, toi qui es plus jeune, tu avais connaissance de ce match ou de cette histoire du FC Nancy avec le Real Madrid ? Alors, j'avais entendu parler vite fait qu'il y avait eu un match entre le Real Madrid et Nancy, mais j'avais pas tous ces détails et c'est vrai que c'est quand même un match important pour l'histoire. Et puis, T'avais le score ? Tu connaissais le score ? Non, je connaissais pas ce score, non. Ça reste sympa. Tu imagines aujourd'hui Nancy qui jouerait le Real Madrid ? Mais ce serait impressionnant. Surtout de les battre. Si je puis me permettre, on approche de 2028, ce serait peut-être pas idiot de fêter le 75e anniversaire de ce match en proposant au Real de rencontrer l'AS Nancy-Lorraine. Et ça peut être une idée que les socios se soufflent au club et aux dirigeants de l'AS Nancy-Lorraine qui certainement ne connaissent même pas l'existence de ce match et pour être l'occasion d'inviter les personnes qui peuvent encore venir et qui seraient encore de ce monde pour venir assister en plus à cette rencontre. Enfin, on va y réfléchir. Steve, maintenant, toi, tu vas nous parler des rencontres entre l'ASNL et un autre grand d'Europe. Et ce récit, tu vas nous le faire en 3 actes. Alors oui, moi je vais vous parler de la vieille dame. Alors pas votre voisine ou votre tante que vous voyez qu'une fois par an à Noël, non. Moi je vais vous parler de la grande Juventus de Turin. Mais alors, savez-vous que Nancy a eu l'honneur de rencontrer par 2 fois la Juve, et les 2 fois en Lorraine ? Personnellement, j'avais le souvenir d'un match amical, certainement le plus récent, mais pas des 2. Tu peux nous en dire plus ? Ouais, alors avant de parler de cette confrontation, on va faire un peu plus connaissance avec cette vieille dame. L'origine du sobriquet du club transalpin peut paraître paradoxale compte tenu de la signification initiale du club, alors qui signifie jeunesse en latin. Une appellation créée en 1887 lors de la naissance de l'équipe par des étudiants anglais installés à Turin. En 1923, c'est la célèbre famille détenant la marque automobile Fiat qui va prendre les commandes du club.
et qui va créer un lien entre la concession italienne et la Juventus. Alors, par exemple, le premier centre d'entraînement a notamment été bâti sur le site de la première usine Fiat. Alors, la Juventus de Turin est à la fois l'équipe la plus aimée et la plus détestée d'Italie. Alors, de fait, par son origine socio-économique mélangeant les dirigeants aristocrates ainsi que de nombreux ouvriers. Alors, la structure, qui lui vaudra d'ailleurs 2 surnoms. La Vieille Dame, une appellation apparue dans les années 30 pour rendre hommage à la longévité de la Juve, qui est quand même le 4e club le plus ancien d'Italie au plus haut niveau. À cette même période, des nombreux ouvriers de Fiat vont venir supporter cette équipe, et ces ouvriers-là, ils nous viennent de la péninsule méridionale, donc au sud, et c'est eux qui ont donné le fameux surnom « la fiancée d'Italie ». Alors, il existe aussi une variante, la sudiste, en référence du coup à ses employés venant du sud. Alors, la Juventus, à ce jour, c'est quand même 36 titres de champion d'Italie, 14 coupes d'Italie, 2 Ligues des Champions, une Coupe des Coupes, 3 Coupes de l'UEFA, et je ne vais même pas vous parler des Super Coupes d'Italie, des Coupes internationales. Non, c'est vraiment un palmarès XXL par rapport à celui de Nancy. Mais comment l'AS Nancy-Lorraine va se retrouver confrontée à cet immense club ? Alors, la première confrontation avec la Juventus a eu lieu en septembre 1979 à Marcel Picot. Alors, un an plus tôt, les Rouges et Blancs ont remporté la Coupe de France et veulent poursuivre leur progression sportive en se jaugeant à des équipes étrangères. Alors, c'est donc la grande équipe de la Juventus, pas une équipe B, qui est venue fouler la pelouse de Picot devant près de 8000 spectateurs. Donc, quand même un bon nombre d'immigrés italiens venus de toute la Lorraine. Alors, fidèles à leur tactique, et ce malgré la présence dans leur rang quand même de joueurs assez importants comme Dino Zoff, Marco Tardelli ou encore Roberto Bettega, la Juve va mettre en place la fameuse tactique du Canaccio. Alors pour les Catenaccio. Pardon, ouais, je suis pas très bon en italien, je suis désolé. Alors ça consiste à protéger en priorité son but. Alors c'est tout l'inverse du football champagne. Côté Nancy, on a plusieurs absents de taille. Mais sur le papier, c'est quand même un net avantage pour les Turinois. Mais sur le terrain, c'est Nancy, elle va pas se laisser impressionner malgré un début de match un peu timide. La grosse occasion italienne de Pandrelli est sauvée sur sa ligne par un retour désespéré mais victorieux de Pierre Neubert. Les occasions nanciennes sont plus nombreuses et surtout plus dangereuses. Par exemple, à la 53e minute, Philippe Janol va nous toucher le bois sur une frappe de 20 mètres. Mais à la 75e minute, c'est au tour de Paco Rubio de s'essayer à une frappe à l'entrée de la surface, mais cette fois-ci beaucoup plus victorieuse. Or ce but va soulever vraiment l'enthousiasme du stade entier, italien compris. Alors vexé, la Vieille Dame va passer à la vitesse supérieure en enclenchant un pressing. Je vous rassure, rien à voir avec notre fameux gegenpressing, quoique c'est quand même resté inoffensif. Si, du coup, il y a un lien entre le gegenpressing Gauthier-Ganay à Nancy qui était aussi inoffensif. Ouais, oui. Alors, tu peux nous donner la suite ? Alors, ce sont les Nancéens qui vont se montrer les plus dangereux lors des contre-attaques. À la 87e minute, Nancy parachève sa victoire en inscrivant un second but. Vous savez qui aurait pu marquer ce but ? Moi, je ne le sais pas, mais je pense qu'Eric le sait. Non. Alors, c'est Bernard Zégnier, qui sur un centre emprunté d'Alain Colina. Alors, même si ce n'est qu'une rencontre amicale, Nancy s'offre vraiment un beau succès face à la Juventus quand même. Champion du monde des matchs amicaux, si on bat le Real Madrid, on bat la Juventus de Turin. Alors pour rebondir sur ce que Eric disait tout à l'heure, on fait un match à Nancy avec 8000 spectateurs à domicile avec la Juventus de Turin. Eu égard aux 45 000 spectateurs à Madrid, on constate bien la différence d'engouement et ce que ça a pu engendrer aussi pour les joueurs de jouer devant autant de personnes quand tu n'as pas l'habitude. Oui. Tu nous as parlé tout à l'heure de 3 actes. Alors là, on est premier, si je ne me trompe pas. Quelle est la suite ? Alors je vais parler du deuxième acte. Le 17 mai 87, Michel Platini va décider de raccrocher les crampons et va disputer sa dernière rencontre sous le maillot de la Juventus. Alors une page se tourne pour le football mondial et Michel Platini, il va revenir en Lorraine rapidement. Alors, l'organisation d'un jubilé prit corps et les premiers dons vont commencer à circuler. Et en ce lundi de Pentecôte 88, ils sont tous là. Toutes les légendes du football mondial sont à Picot. Pelé, Maradona, Zico. C'est un grand souvenir ce jubilé. Et on voit encore régulièrement passer des photos, voire des vidéos sur les réseaux sociaux de ce match. Alors effectivement, la photo qui revient à l'esprit de tout le monde, c'est la fameuse photo avec Pelé, Maradona et Michel Platini avec le maillot No Drug. Ouais. Quand on connaît la suite pour Maradona, c'est quand même assez marrant aujourd'hui. Alors, tous les grands du football sont à Nancy pour fêter leur ami lorrain. Alors, le jubilé de Michel Platini est composé en 3 matchs. Le premier match, c'est les amis de Michel Platini contre le Variété Club de France. Et le troisième match, c'est le bouquet final de la soirée. Ça va opposer l'équipe de France 84 à une sélection mondiale. Mais je vous ai dit que c'était en 3 matchs. Donc il y a bien un deuxième match qui devait avoir lieu. Elle devait opposer une sélection de Lorraine à la Vieille Dame. Alors malheureusement, la Juve a accusé le coup suite au départ de Michel Platini. Et la saison 87-88, elle est plutôt moyenne quand même pour une équipe de ce calibre. Alors, cependant, la Juventus se va offrir une belle opportunité pour sauver sa saison en disputant une rencontre de barrage pour déterminer le dernier représentant d'Italie en Coupe de l'UEFA. Et ce barrage, ça va l'opposer au FC Torino sur un match sec. Et cette rencontre va se disputer le 23 mai 88.
Alors, la Juventus de Turin ne pouvant pas jouer sur 2 terrains en même temps, la vieille dame va décliner l'invitation de Michel Platini. Malheureusement, de très nombreux supporters italiens qui avaient déjà pris leur place pour Pico ont dû renoncer à se rendre en Lorraine. Alors, pour la petite histoire, ce sont les Girondins de Bordeaux qui ont remplacé la Juventus. Et le 3e acte alors ? Probablement que le rendez-vous loupé de mai 88 a occasionné un manque, un vide auprès des supporters footballistiques du football en Lorraine. Alors, malheureusement, il a fallu attendre plus de 20 ans pour que Nancy et la Juve se croisent à nouveau. Alors, il faut dire qu'entre-temps, les Lorrains ont connu des résultats en dents de scie pendant que la Juve ajoutait des lignes à son palmarès. Alors, il a fallu attendre 2009 pour que les deux clubs se rencontrent à nouveau. Direction le nord du département. Effectivement, les craintes pour accueillir cette rencontre un peu surprendre, mais pas pour nous. Michel Platini, comme on le sait, a fait ses premières armes dans le club de Joffre, où il a notamment martyrisé la porte de garage de ses parents. Alors c'est sous le haut patronage de Michel Platini et de ses parents, Aldo et Anna, et dans une ambiance familiale que cette deuxième rencontre entre Nancy et la Juve aura lieu à Joffre. Ce jour-là, c'est près de 9000 personnes qui vont se masser dans l'unique tribune du stade. Le 19 juillet, plus précisément, la Juventus vient de reprendre l'entraînement, et de nombreux joueurs importants, Buffon, Cannavaro et Trezeguet sont restés en Italie. Mais Del Piero est bien présent et ce sera vraiment l'attraction de la soirée. Nancy, de son côté, vient de vivre certainement les meilleures saisons, enchaînant une victoire en Coupe de la Ligue en 2006 et une 4e place en championnat en 2007-2008. Les Rouges et Blancs, eux, ont déjà pris l'entraînement et vont se présenter à Joffre avec un effectif au complet. C'est une rencontre amicale, elle s'est vraiment jouée sur un rythme assez tranquille, mais la Juve va marquer rapidement dans la rencontre avec un but d'Immobilier. Nancy reprit ensuite la conduite du match et parvient à ses fins en égalisant juste avant le mi-temps par Ouadou. Par la suite, on va passer directement au coup de sifflet final, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose, et ce coup de sifflet final va donner feu vers un envahissement de terrain plutôt sympathique sur la pelouse. Alors chauvin comme un supporter qu'on est, on peut dire que Nancy est invaincu face à la Juventus de Turin. Pour terminer ce chapitre, on peut parler par exemple de cette banderole qui avait été déployée par la mairie de Joffre, marquée Juventus de Turin ASNL, merci à Michel Platini. Merci Steve pour ces informations et puis ces anecdotes sur Nancy, Juventus de Turin. C'est vrai que les matchs amicaux sont aussi souvent des moments bon enfant où on peut approcher des joueurs. C'est des moments familiaux et où même les clubs retrouvent une certaine familiarité. Quand c'est joué parfois à Nancy, ça joue à Neuve-Maisons, ça joue à Vittel, etc. où on peut approcher un peu plus les joueurs. Donc c'est vrai que c'est toujours un bon moment. Et puis souvent pour nous supporters de l'AS Nancy-Lorraine ou de foot en général, c'est le début de la reprise. On est content, on a été sevré de foot pendant X temps, de son club de cœur. Et là, c'est le début, on ressent l'émulation du championnat qui arrive. Et c'est vrai que ça engendre des souvenirs. T'as des souvenirs, toi, Eric, de matchs amicaux comme ça ? Oui, moi j'ai des souvenirs de matchs amicaux, mais j'aimais bien cette tradition des matchs amicaux contre des équipes étrangères, un peu différemment du modèle que tu donnes, des matchs d'avant-saison disputés dans la proche banlieue de Nancy, où on vient en famille, etc. Mais il y avait aussi ces matchs de prestige disputés à Pico, qui sont toujours sympas. Moi, c'était malheureusement trop avant mon âge adolescent ou adulte pour que j'ai vraiment profité des grandes rencontres. Il y a eu un France-URSS dans les années 70 que j'aurais bien aimé voir. Franchement, l'AS Nancy-Lorraine, non, c'était en 68 d'ailleurs. L'AS Nancy-Lorraine contre la grande équipe soviétique. Alors, il n'y avait pas Yachine, mais il y avait du lourd quand même. Il y a eu... Il faut préciser que dans le cadre de cette émission, on a fait une sélection. Il y a eu du lourd. Il y a eu Ferencváros avec un ballon d'or tout fraîchement nommé Florian Albert, etc. Moi, le premier souvenir de match amical qui m'a marqué, c'est un mercredi après-midi, match gratuit pour les scolaires. D'ailleurs, il n'y avait que des scolaires. Et c'était contre l'équipe de AS Nancy-Lorraine, contre l'équipe de France militaire. Et Didier Philippe, l'avant-centre nancéen, avait joué une mi-temps dans chaque équipe parce qu'il était militaire à l'époque. Et il y a un autre match amical, alors qui n'a pas laissé un grand souvenir dans la mémoire collective, mais qui, moi, m'a marqué pour une autre raison. Il faisait un froid de folie. Le sol était verglacé. C'était un match contre Troyes. Enfin, c'était pénible. Il faisait froid. Et j'ai vu arriver Aldo Platini, justement, qui était déjà assez âgé, qui avait du mal à marcher sur le sol verglacé. Je me suis dit, là, on a un vrai amoureux de l'AS Nancy-Lorraine. Le gars pourrait rester chez lui au chaud. Non, il vient à Pico par un froid de mort pour aller voir un Nancy 3 sans enjeu. C'est ça aussi l'AS Nancy-Lorraine et qui fait justement l'histoire de l'AS Nancy-Lorraine. Merci à tous les deux pour votre participation. Merci Eric pour l'écriture d'une partie de cette émission. Merci à Stéphane également pour l'écriture. Merci à Steve pour la participation. Merci à Yves pour la régie. Et merci Radio Fadjet pour cette émission. À bientôt sur les antennes. Réseaux sociaux, le podcast 100% ASML.